Bonjour tout le monde. On est encore en train d'admettre quelques personnes. On est contente et de vous voir en grand nombre. Là. On est environ, on est une 55 pour l'instant. On est encore en train d'admettre des gens. Donc, c'est ça, les deux chansons que vous avez entendues tantôt, c'est une chanson de Samuel et une chanson de Elisapi. Donc, on vous invite à découvrir ces artistes incroyables. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez écrire le nom de votre organisme, puis le pronom que vous souhaitez qu'on utilise, puis votre nom au début dans votre nom. Puis, si vous avez besoin d'interprétation, vous pouvez, dans le fond, il y a un post en anglais. If you need translation from French to English, click on the translation icon above your screen. So you will have an English translation. Je vois que les gens ont commencé à se présenter dans le clavardage. Donc, c'est ça, on va commencer. Avant de commencer, on voudrait prendre un moment pour nous rappeler puis reconnaître qu'on est réunis aujourd'hui sur un territoire non cédé au peuple autochtone. En fait, c'est la nation Ganyan-Gehaga qui est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui. Tiohtià:ke, c'est le nom traditionnel pour Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Tout en reconnaissant l'énorme travail qu'il reste à faire pour réparer les dégâts du colonialisme, nous exprimons notre souhait de lier toute lutte pour la justice sociale à une lutte anticoloniale. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Véronique Martineau. Je suis coordonnatrice à la table des groupes de femmes de Montréal. Au nom de la table, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes participantes à ce 4e webinaire d'une série de 6 qui traite du thème féministe pour le droit à la ville. À moins d'1 an des élections municipales, ces webinaires visent à explorer les différents lieux qui composent l'île à partir de perspectives féministes intersectionnelles pour ensemble penser l'avenir de Montréal. Cette série de webinaires est financée et soutenue par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Je sais que j'ai entendu une petite caméra, là, on va fermer certains micros pendant, mais après, on va pouvoir partager ensemble, ça va être super intéressant. Il va y avoir 2 parties. Puis au début, on va entendre 4 panélistes répondre à 2 questions. Puis après, on va pouvoir échanger ensemble là, pour développer ensemble une vision féministe intersectionnelle du droit à la ville, puis en lien avec le travail. D'ailleurs, qu'est-ce que ça voudrait dire le droit à la ville? Dans une perspective féministe intersectionnelle, bien, premièrement, le droit à la ville, ça implique d'agir pour que l'ensemble des Montréalaises puissent accéder à des milieux de travail qui leur correspondent, les respectent et leur sont accessibles. Ça signifie, dans le fond, qu'elles peuvent s'impliquer dans des changements concrets pour améliorer leur milieu de travail. Avoir une perspective intersectionnelle, c'est reconnaître l'interaction des différents systèmes d'oppression basés sur le sexe, le genre, la classe, le handicap, l'âge, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle qui vont influencer l'accès à l'emploi, l'implication dans les milieux de travail, le salaire, mais aussi l'exposition à des conditions de travail qui mettent en danger la santé, la sécurité et le bien-être. Donc aujourd'hui, les panélistes vont essayer de faire des liens avec ces systèmes d'oppression-là, puis probablement qu'on va en oublier. Donc la discussion collective ensemble va permettre d'aborder les angles morts des différentes présentations qu'il y a eu. Montréal, c'est un pôle important d'emploi au Québec. Les milieux de travail montréalais sont en profonde transformation depuis les derniers mois. Les mesures sanitaires ont chamboulé les modalités et les conditions de travail. Bien évidemment, les impacts sur la santé mentale et physique sont loin d'être uniformes. Les emplois dans les services publics, occupés majoritairement par des femmes, par des personnes sans statut et des personnes racisées, subissent d'importantes pressions, mais également une exposition quotidienne à des risques pour leur santé et leur sécurité. Dans l'urgence, de nombreux employeurs ont opéré un virage vers le télétravail avec les nombreux enjeux et défis que cela représente. Dans les secteurs fortement affectés par les mesures sanitaires, plusieurs ont perdu leur emploi et peinent à envisager le futur. D'ailleurs, il y a davantage de femmes qui ont perdu leur emploi, puis c'est souvent des emplois qui étaient déjà précaires. Aujourd'hui, on voulait réfléchir à l'avenir du travail à Montréal. Donc, en tant que groupe de femmes, notre préoccupation, c'est d'intégrer une perspective féministe intersectionnelle sur ce thème, puis rassembler ensemble différentes luttes qui existent actuellement.
On va débuter le panel par dans le fond, une présentation, une réponse à des questions qui va donner la parole à 4 organisations inspirantes qui intègrent à leur façon des perspectives féministes intersectionnelles dans leur réflexion, mais aussi des actions concrètes pour transformer les milieux de travail montréalais. Le panel sera suivi d'un moment d'échange afin d'identifier ensemble les principaux enjeux, obstacles, mais surtout les perspectives d'action et de revendication à porter en tant que féministe. Dans le fond aussi, prenez note qu'on va enregistrer les présentations des panélistes pour ensuite les mettre en ligne, mais on ne va pas enregistrer les interventions après, là, parce que les gens n'ont pas nécessairement envie de se retrouver sur les réseaux sociaux quand ils interviennent dans un panel en ligne, mais on voulait, pour rendre accessible le contenu, enregistrer les présentations des panélistes. Donc, pour commencer, les 4 panélistes vont nous permettre de mieux saisir les enjeux liés au travail. Donc, en premier, on va parler des enjeux, puis après ça, des perspectives d'action. Donc, en 5 minutes, elles vont nous parler d'un enjeu en lien avec les milieux de travail montréalais qui minent la santé, la sécurité et le bien-être des femmes. Donc, en premier, on va donner la parole à Noémie André. Elle est agente de programme au groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail. Depuis 1980, le GAIST, c'est l'acronyme de l'organisme que j'ai nommé, vient en aide aux victimes de harcèlement au travail en leur offrant un support moral et technique personnalisé, ainsi qu'un suivi tout au long du processus de plainte. En parallèle, ce groupe propose des formations et sessions de sensibilisation pour les milieux de travail, ainsi qu'un support dans l'écriture, la révision et la mise en application de la politique de l'entreprise. Noémie anime des ateliers de sensibilisation sur le harcèlement au travail, adaptés aux réalités de plusieurs groupes minoritaires pour favoriser leur inclusion et prévenir de la violence à leur égard. Donc, Noémie, à toi la parole. Merci beaucoup, Véronique. Bon matin, tout le monde. Très contente d'être là. Je pense qu'il y a un beau portrait qui a été dressé. L'année a été compliquée, très compliquée, puis va encore l'être un peu davantage pour les femmes. Je ne sais pas si vous aviez vu, là, c'était la petite parenthèse, là, les statistiques du Québec qui sont sorties la semaine dernière. Sur tous les emplois perdus, 68% étaient occupés par des femmes. Puis on s'entend quand j'utilise le mot femme, là, je reste très inclusive. Là, c'est toute personne qui s'identifie à un genre féminin. C'est qu'écoutez, les femmes se sont quand même retrouvées dans une situation extrêmement précaire d'un point de vue financier, mais aussi de la santé. Les femmes qui sont hyper représentées dans les services de la santé, qui sont les premières dans les services de santé. En première ligne. Ouais, à Matex? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je pense. Oups, Noémie, tu as été fermée aussi, ouais. Donc désolée. Merci, pas de souci. Les femmes dans les milieux de santé, finalement, qui se sont retrouvées les plus exposées, mais je vais mentionner le premier petit côté, c'est que toutes les femmes n'ont pas un statut permanent quand elles sont infirmières, préposées aux bénéficiaires. On avait aussi un peu toutes les questions, il y a eu plein d'articles sur les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires, puis pensez à ces femmes qui sont en statut de travail temporaire puis qui n'ont pas accès nécessairement à l'assurance médicaments privée, publique, qui n'ont pas accès à des médecins parce qu'elles viennent d'arriver aussi. Donc, niveau santé, on a une précarité supplémentaire, mais c'est quand même ces femmes qu'on retrouvait aussi dans les milieux de santé. Le télétravail, ça paraissait merveilleux, mais à la maison, tout le monde n'a pas les mêmes réalités non plus. Puis la plupart des femmes se sont retrouvées à la gestion familiale, parce que bien évidemment, c'est davantage aux femmes, je dis ça de manière ironique, moi personnellement, ça me rend assez folle, de voir que les femmes se sont aussi souvent sacrifiées d'un point de vue espace de travail. À la maison, elles ont très souvent laissé aussi la seule pièce qui peut faire office de bureau finalement à leur partenaire, mari, conjoint, peu importe, pour travailler sur la table du salon, la table de la cuisine, et puis ne pas avoir d'espace nécessairement approprié pour travailler. Puis ici, au GAIST, il y a bien une chose qu'on sait, c'est que le harcèlement ne s'est pas arrêté aux portes du bureau qu'on a laissé l'année passée. Le harcèlement, il s'est installé en milieu de travail. Aujourd'hui, on est dans notre espace personnel, donc elle est où la limite du professionnel, du personnel? On a vu tous les incidents Zoom qui se sont passés. Il y en a eu plein d'autres. Le harcèlement a continué à travers toutes les plateformes, Teams, Zoom, tout ce qu'on utilise, les appels téléphoniques à des heures incroyables qui sont pseudo-urgents puis qui ne sont pas l'hyperconnexion. On attend de vous de répondre dans la minute qui suit au message, au courriel.
c'est des choses qui arrivent, mais autre chose, imaginez que vous êtes une femme lesbienne qui n'a pas fait son coming out dans son milieu de travail, puis aujourd'hui vous travaillez chez vous, puis vous avez votre partenaire qui passe en fond, puis ça va être comme « Oh, je savais pas que tu étais en coloc », ou ce genre de réactions aussi qui peuvent mettre la personne dans une situation extrêmement compliquée. Et on ne parle pas toujours de sa vie privée au travail. Pour certaines personnes, c'est plus compliqué que pour d'autres. Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même assez importantes. Puis, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de femmes nouvellement arrivées qui se sont retrouvées dans le petit engrenage du recrutement par Facebook, donc et avoir son employeur dans ses amis Facebook, la limite du professionnel qui commence à être dépassée avec des commentaires puis des messages absolument inappropriés. Les femmes aussi qui se sont retrouvées sans emploi, qui l'ont perdu, puisque souvent les femmes en statut de travail temporaire, très souvent, sont quand même aussi encore dans des emplois de service ou dans des emplois précaires. Là, il y avait le baromètre de Montréal là, qui est sorti, puis qui montrait qu'à Montréal, une personne issue d'immigration met à peu près une année à trouver un emploi. Imagine une personne arrivée juste avant la pandémie, boum, pas d'emploi. Donc, on est prêt à accepter un peu tout et n'importe quoi, parce que parfois, il faut envoyer de l'argent à sa famille. Parfois, on doit aussi prendre soin de sa propre famille qui est là. On a aussi des fois les retours aux études, donc quand on est à la maison, qu'on doit gérer tout ça, c'est compliqué parce que les personnes nouvellement arrivées ne voient pas forcément tous leurs diplômes ou expériences reconnues, comme déjà un retour aux études. Puis étudiants, personnes nouvellement arrivées, peu importe, on a pu voir que le retour aux études était hyper compliqué là, en temps de pandémie aussi à suivre. Puis pour les personnes nouvellement arrivées, nous, on a pu voir quand même une augmentation assez importante de la demande du permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, donc les personnes qui sont en permis de travail fermé, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler que pour un employeur et un emploi spécifique, se sont vues demander, ont fini par demander en fait à l'immigration de pouvoir ouvrir ce permis pour changer d'emploi pour cause de violence, tant psychologique, physique, sexuelle et financière. Il y a eu de l'abus, de l'exploitation des gens qui n'étaient pas payés non plus parce que c'était compliqué d'un côté, mais bon, quand on a nos charges personnelles aussi, c'est compliqué de notre bord aussi. Donc, il y a tout un tas, sincèrement, je pense, de réalités qui ont été quand même bien mises en avant avec la pandémie, qui ont montré à quel point c'était important d'en parler pas tant, puis qui ont été un peu plus exposées, à quel point ça va être tout de suite remédié, c'est une autre question, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a quand même des femmes qui sont épuisées, qui sont parfois au bord de l'épuisement, puis qui professionnels, mais aussi qui sont en pleine anxiété, stress, et qui n'ont pas toujours, qui ne souhaitent pas non plus dénoncer les situations qu'elles vivent parce qu'elles ont peur, parce que c'est difficile, puis qu'elles ne savent pas non plus à quel point elles sont souvent protégées. Donc, ça fait un peu tout un petit tour global de la situation, un peu de choses que nous aussi, on observe au sein du groupe d'aide dans nos dossiers, puis qu'on aura l'occasion, je pense, de discuter après dans la partie discussion. Merci pour votre attention. Merci Noémie. Comme deuxième intervenante, on va entendre Rama Diallo, qui est trésorière au Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN depuis juin 2019. Elle est responsable des comités immigration et relations interculturelles, conditions féminines, entraide et formation. Le Conseil central regroupe plus de 100 000 membres à Montréal, Laval et dans le Grand Nord. Leur mission consiste à appuyer les syndicats affiliés dans leur lutte locale ou régionale pour les droits des travailleuses et des travailleurs, notamment dans les enjeux, soit les luttes locales, les luttes nationales, les négociations de conventions collectives, les luttes pour la justice sociale, la démocratie et l'égalité entre toutes et tous. Donc, merci Rama de nous présenter les enjeux que vous avez observés dans votre milieu. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est correct? Merci. OK. Alors, moi, je vais vous parler des agences de placement. Ça va complémenter ce que Noémie vient juste de dire. Alors, la pandémie a mis en lumière les inégalités sociales et économiques. Ça, c'est dit partout. On le voit beaucoup, les inégalités, surtout dans notre société. Et elle a fait ressortir aussi les failles de nos services publics, particulièrement dans le réseau de la santé, parce que moi, je viens du réseau de la santé que je connais mieux. Alors, c'est du réseau de la santé que je vais vous parler. Ce réseau qui emploie un grand nombre de femmes, tout le monde sait qu'il y a plus de, on va dire plus de 80% dans le réseau de la santé, ce sont des femmes qui souffraient déjà le réseau souffrait déjà d'une pénurie de personnel avant la pandémie. À cause de, on va le dire, c'est des bas salaires
les horaires atypiques, mais aussi les temps supplémentaires obligatoires qu'on imposait aux femmes. Conditions de travail qui sont très difficiles et les institutions qui avaient souvent recours aux agences de placement pour boucher les trous. Et ça a été dénoncé par les syndicats souvent, mais quand c'était quand même relativement des réseaux qui étaient un peu plus petits, on pouvait constater qu'il y avait des agences puis agir rapidement. Mais avec la loi 10 de Gaétan Barrette, je pense que vous connaissez tous. C'est quoi la loi 10? C'est la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. C'est une loi que M. Barrette a imposée dans le réseau de la santé. Il y a eu des fusions à un stade que ça devient des méga structures comme les CIS et les CIUS qu'on connaît aujourd'hui dans la région de Montréal. Donc, avec ça, on n'a pas les moyens de faire le suivi pour contrecarrer les agences de placement. Avec la pandémie, la pénurie de personnel s'est accrue aussi avec des employés qui sont tombés malades ou qui ont dû se retirer à cause de la fermeture des garderies, des écoles, de la conciliation famille, travail, études. Dans les CHSLD, dans les hôpitaux et d'autres institutions, on a eu alors recours encore plus aux agences de placement et par le fait même, ces agences-là ont affaibli encore plus le réseau public. Le réseau de la santé s'est tourné vers les agences de placement qui n'avaient jamais satisfait aux critères de sélection des contrats publics auparavant. Ils ont versé des centaines de millions à ces agences qui exploitent les travailleuses surtout et les travailleurs en général. Ils ont contribué aussi à la propagation du virus. Les agences de placement c'est une forme d'exploitation des temps modernes avec des salaires de crève-faim. Une préposée d'agence reçoit un salaire de 13 $ de l'heure, tandis qu'une personne engagée par le public est à 21 $ sans les primes. On se rappellera que les agences de placement sont quand même engagées ici par le gouvernement qui est l'employeur en général. Les agences ont contribué également à la propagation du virus par le déplacement de la main-d'œuvre d'un CHSLD à l'autre. On a été très affectés ici au Québec. Il y a eu plusieurs morts dans nos CHSLD, plus que partout au Canada. À l'autre, d'une institution, c'est ça, ils font déplacer les gens parce qu'ils se servent, si vous voulez, de la main-d'œuvre bon marché. Ils vont dans des quartiers qui sont comme le quartier de Parc Extension, Montréal-Nord, pour aller chercher les personnes sans statut, pour les engager et sans pour autant tenir compte de la COVID. D'ailleurs, je vous dirais que le Centre des travailleurs immigrants ont mis une campagne, si vous voulez voir cette vidéo-là, une campagne où on voit un autobus qui arrive au quartier de Parc Extension, qui vient chercher les travailleurs et les travailleuses, mais ils les mettent dans l'autobus sans respecter la distanciation, sans protection. Alors, ils viennent les chercher, ils les mettent au travail. Ces gens-là n'ont pas de protection, n'ont pas d'assurance maladie. Quand ils tombent malades, ils sont obligés d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas de recours, ils n'ont aucun droit, en fait, chez nous ici. Bon, pour améliorer les conditions de travail, les horaires, supprimer les temps supplémentaires obligatoires, parce que pourquoi les gens se tournent vers les agences souvent, c'est parce qu'on pense que les agences de placement, c'est pas qu'on pense, ils le font, et ils sont plus flexibles, mais ils exploitent les gens, puis ils les déplacent d'une place à l'autre. Donc, une infirmière qui gagne bien sa vie dans le réseau de la santé,
est fatigué des conditions de travail avec les temps supplémentaires, va se tourner de plus en plus vers les agences de placement qui va donner une flexibilité au niveau de l'horaire pour que la personne puisse travailler. Mais sauf que cette personne-là oublie qu'elle n'a pas de recours, parce que les agences de placement ne fournissent pas non plus les matériels de protection au monde. Donc, ça vient un peu aggraver la situation de certaines personnes. Je vous dirais... Oui. J'essaie de vous faire un signe, mais vous ne m'avez pas vu. Mais si vous avez terminé, mais vous pouvez conclure. OK, je vais conclure. Merci beaucoup. Alors, pour faire un bon travail, je pense que pour la santé et sécurité de nos membres, il faut améliorer les conditions de travail, les horaires. Il faut arrêter des temps supplémentaires obligatoire. Il faut tenir compte de la conciliation famille, travail, études. Pour ça, il faudrait que les travailleuses et les travailleurs soient des parties prenantes à la table de prise de décision. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme troisième intervenante, on va entendre Katia Atif. Elle est directrice générale à Action Travail des femmes, ATF, depuis 11 ans. ATF vise la défense des droits collectifs et l'accès à l'égalité des femmes en emploi. Avant d'être à ATF, Katia a évolué au sein de diverses organisations féministes et de défense des droits des personnes immigrantes et handicapées. Originellement fondée en 1976 grâce à une subvention d'Emploi et Immigration Canada accordée pour la réalisation d'un projet d'aide à la recherche d'emploi destiné aux femmes principalement immigrantes et racisées, ATF est aujourd'hui un organisme autonome à but non lucratif œuvrant à soutenir les femmes socio-économiquement défavorisées de tout âge, origine dans leur démarche pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non traditionnels. Donc, Katia, si tu veux nous présenter les enjeux que vous avez vus. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de la ville de Montréal, en fait, comme employeur, et aussi de changements qui sont apparus très récemment en pleine période de pandémie, en lien avec les paramètres de gestion des programmes d'accès à l'égalité. Mais cette partie-là, elle va viser les pratiques de la Commission des droits de la personne. Ces modifications sont entrées en fait en vigueur en pleine pandémie, je vous dirais en début même, et ont été en fait, comment dire, un peu perdus de vue dans le radar des organismes de défense de droits, alors que ces modifications vont avoir un effet majeur sur la condition des femmes à la ville de Montréal, mais à la condition des femmes de toutes les autres catégories visées par les programmes d'accès à l'égalité. Donc, en fait, j'ai préparé quelques PowerPoint, on va aller très vite, c'est des éléments statistiques, en fait, un peu pour montrer en fait, comment s'inscrit la place des femmes dans la ville de Montréal. Donc, très rapidement, si vous regardez la première diapositive, ce qu'on voit, c'est que la sous-représentation des femmes en 2019 et 2011 reste assez marquée. Donc, dans la masse totale des travailleuses à la ville de Montréal. Cet élément de sous-représentation, on va le voir apparaître. Je ne sais pas si vous voyez bien les tableaux. On va le voir apparaître aussi dans les années passées, donc 2006, 2007, 2008, 2010. Donc, c'est un élément de sous-représentation des femmes à la ville de Montréal qui est chronique. Et je vous dirais que les données de 90 et début 2000 s'inscrivent dans la même dynamique, donc une sous-représentation. Si on regarde au tableau 2 et 3, ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble de toutes les catégories visées par les programmes d'accès à l'égalité à la ville de Montréal, la sous-représentation des femmes est la plus marquée. Donc, si on prend l'exemple du tableau 2, on voit que elle représente 7,1% en fait de sous-représentation. Puis cette réalité se décline d'année en année. Simplement pour vous donner un portrait global de la présence des femmes par catégorie,
on voit que en fait, les acquis des femmes dans l'absolu à la ville de Montréal n'ont pas été, comment dire, en termes de représentation équilibrée de la présence des femmes comparativement à leur poids démographique, mais vraiment sur certains aspects liés à l'amélioration, disons, de leur représentation dans la hiérarchie des emplois à la ville. Autrement, c'est vraiment une déclinaison de la division sexuée traditionnelle dans le marché du travail qu'on retrouve à la ville de Montréal. Je vais vous montrer un dernier petit tableau qui illustre particulièrement la situation des femmes col bleu, mais si vous regardez pour les femmes pompières, c'est encore pire. Mais au niveau des données statistiques, c'est assez frappant. On voit que depuis 2015 jusqu'à 2019, il y a eu une stagnation, puis les dernières années, même voire une diminution de la représentation des femmes. Puis là, on parle d'une catégorie d'emploi qui nécessite qu'un secondaire 5. Donc, on n'est pas dans un secteur d'emploi où il y aurait, comment dire, en amont, dans le cadre de la formation, une absence de femmes diplômées. Donc, on parle bien des femmes col bleu dédiées, entre autres, aux travaux généraux. Donc, simplement pour illustrer le fait que la condition des femmes dans l'absolu à la ville de Montréal est précarisée. Sur l'application des programmes d'accès à l'égalité, il faut comprendre que les autres catégories visées par les programmes d'accès à l'égalité, en termes de représentation démographique, comptent systématiquement la prise en compte de 50% de ces groupes-là comme étant, comment dire, visés par le groupe femmes. Donc, si on prend les groupes minorités visibles, minorités ethniques, les personnes autochtones, les personnes handicapées, c'est systématiquement au moins 50% de cette catégorie-là qui vit un croisement sur la base de son genre et de son sexe. Donc, les modifications récentes à la Commission des droits de la personne, en fait, s'articulent autour de modifications administratives internes liées à une gestion axée sur la performance, qui ont eu un effet, en fait, dans l'analyse des cibles à atteindre et des modalités de calcul de sous-représentation. Il y a eu un changement comment dire, dans les principes de catégorie d'emploi. Et ce que ça a impliqué, c'est qu'il y a eu une révision à la baisse. Oui, je vais finir assez rapidement. Une révision à la baisse des groupes visés, en fait, de la représentation des groupes visés par catégorie d'emploi. Ça a eu un effet de revoir à la baisse comment dire, la spécificité femmes. Donc, il y a eu une révision à la baisse des pourcentages, comment dire, qui doivent représenter, que la ville doit représenter dans ces secteurs d'emploi, et ces modifications auront un effet sur l'ensemble des autres catégories. Donc, il va y avoir une révision à la baisse aussi du cadre d'analyse, en fait, une compréhension croisée, en fait, de représentation dans les groupes représentés de travailleurs à la ville de Montréal. Donc, pour nous, c'est un enjeu assez marquant. On est en train de se retrouver face à un recul, et je pense qu'à la prochaine question, je vais pouvoir répondre à l'élément de l'intervention féministe intersectionnelle ou croisée dans ce contexte-là. Je ne sais pas si... oui. Ah, ben merci beaucoup. On pourra vous poser les questions aussi après. Il va y avoir une période d'échange puis de questions parce que puis je sais qu'il y en a, je ne sais pas si les données que vous avez mises sont disponibles quelque part parce qu'il y en a tout à l'heure qui voulaient, il y a des tableaux qui n'avaient pas bien vu. Fait que je sais pas. Oui, ben, en fait, je vous ai transmis le PowerPoint, donc n'hésitez pas à le retransférer, mais c'est des données qu'on retrouve en fait à la ville de Montréal à travers le capital humain de la ville. On les retrouve à travers le Conseil des Montréalaises aussi et le Conseil interculturel de Montréal dans différents rapports. Parfait, super. Bien, on pourra partager le PowerPoint après quand on va envoyer le sondage aussi aux participantes qui ont accepté qu'on leur envoie des courriels.
Donc, pour parler des enjeux, je ne sais pas si... Comment on fait pour enlever, pardon. Ah, parfait. Pour parler des enjeux, dans le fond, le dernier organisme qu'on a invité, c'est Solidarité sans frontières. Il y a 2 personnes de Solidarité sans frontières qui sont ici, Samira et Mary. C'est Samira qui va prendre la parole aujourd'hui. Solidarité sans frontières, c'est un réseau impliqué dans les luttes migrantes, actif à Montréal depuis 2003. Ses principales revendications sont la fin des détentions et des déportations des personnes migrantes et l'opposition à la politique de la double peine. La politique de la double peine, c'est lorsque des personnes non citoyennes reçoivent une mesure d'expulsion en raison d'une condamnation qui a déjà été purgée dans le cadre du système de justice pénale. Solidarité sans frontières demande un statut pour toutes et tous et milite pour la création d'une cité sans frontières. Donc, je vais laisser la parole à Samira qui, pour des raisons dans le fond de sécurité, doit fermer sa caméra. Donc, vous allez pouvoir entendre une voix. Donc, Samira, ce serait à toi. Bonjour à toutes, merci pour la présentation. Alors moi, je vais parler des enjeux des femmes sans statut. On devient sans statut quand on a été refusé en tant que réfugié ou demandeur d'asile. Une décision de quitter le territoire est la prochaine étape. Alors automatiquement, un mandat d'arrestation contre ces personnes pour les arrêter et les déporter dans leur pays d'origine. Alors, ils vivent dans la peur quotidiennement. Ces personnes-là n'ont ni permis de travail, ni assurance maladie, ni garderie publique, même pas accès à l'aide sociale et prestations. Alors, ils travaillent en noir. Quand je dis travailler en noir, ça veut dire exploitation, injustice, discrimination. Les employeurs savent leur situation et qu'ils vont accepter toutes les conditions. Ils n'ont pas le choix pour subvenir à leurs besoins, pour payer leur loyer, leur téléphone et se soigner. Ils savent qu'il n'y a pas de syndicat pour les dénoncer. C'est horrible. Et c'est le quotidien de milliers de personnes ici au Canada. On a entendu beaucoup de témoignages à Solidarité sans frontières, dont une qui m'a marqué, c'est Julie. Son employeur la prenait pour une machine. Elle n'avait pas le droit de s'arrêter ni d'aller aux toilettes. Et si elle va, son salaire va diminuer. C'est injuste. Moi-même, j'ai travaillé dans une résidence pour personnes âgées. J'ai été exploitée au sens propre du mot. Je travaillais de 9 h du matin jusqu'à 23 h pour $80 et cela pendant 7 ans. C'est dur de vivre sans statut à Montréal. Et il n'y a que les personnes comme nous qui peuvent comprendre notre souffrance, notre peur et les sacrifices qu'on fait juste pour vivre dignement. Merci. Merci Samira. Donc, justement, pour faire face à ces situations vraiment révoltantes, il y a différentes initiatives mises de l'avant. Donc, c'est ça, on va entendre les différentes panélistes nous parler.